but dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Aaron s'en va avec les Steelers en série, puis avec le résultat qu'on sait maintenant, il y a plusieurs entraîneurs qui se retrouvent au chômage aujourd'hui. On en parle avec Martin Saint-Jean du podcast Premier les buts à l'instant. Membre fondateur d'un des podcasts football les plus populaires dans la francophonie, Premier les buts, il est tellement bon qu'il est une des bonnes connexions de Mathieu Bergeron. Jason NFL avec Martin Saint-Jean. Présentation Stone Mountain Retirement Lifestyle de ce pas, Martin Saint-Jean, à qui on dit une bonne année, mon cher ami. Merci d'être de retour pour une autre année captivante et une fin de saison incroyablement surprenante, on va le dire comme ça, avec le résultat d'hier dans le match du dimanche soir. Oui, absolument. Bonne année à toi, mon cher Nicolas, et à tous les auditeurs de cette merveilleuse station de radio francophone. Écoute, on a eu encore une fois, je pense que le dernier match a bien représenté la saison 2025 de la NFL, où est-ce qu'il fallait rester sur le bout de notre siège à la toute fin. Qui aurait cru que les Ravens allaient perdre? Honnêtement, après un jeu spectaculaire d'une passe de Lamar Jackson à Isaiah Likely sur un 4e et 7, qu'on pensait qu'il était un petit peu trop haut, mais Likely a sauté pour l'attraper et la foule qui a tout simplement été morte à ce moment-là. Il s'est dit « Oh non, les Ravens vont botter, vont gagner. » Puis la jeune recrue, Tyler Loop, c'est sûr qu'il se sentait vraiment pas bien, lui, qui a laissé tomber ses coéquipiers. Ça l'arrive, beaucoup de pression. Première année dans la NFL. Mais j'aime dire quand même que c'est pas 100% de sa faute. Si les Ravens se sont rendus là, c'est qu'ils ont échappé d'autres matchs dans la saison. Tu peux pas te fier seulement à un jeu pour représenter sa saison. Malheureusement, c'est terminé, mais il y a d'autres points à chercher là, du côté de Baltimore. Il y a tellement de choses à analyser dans une rencontre comme celle-là. Je vais commencer par le positif. Je suis content pour Aaron Rodgers. Je suis content également pour l'organisation des Steelers qui s'en vont en série, qui sont bien dirigés. Mike Tomlin fait encore partie de la crème de la semaine au niveau des entraîneurs tant qu'à moi. Mais de voir Aaron de retour, justement, là où ça compte, content pour lui? Oui, absolument. On aime ça voir Aaron Rodgers qui est là en série. Veut pas, il fait partie d'un club élite. Il va être certainement introduit là aux membres de la Tombe de la renommée d'ici 5 ans. Mais pour le moment, il est encore là. On veut voir ce qu'il a donné encore une fois en série. On ne peut pas give up. On ne peut pas abandonner sur Aaron Rodgers. OK, les Steelers, c'est peut-être pas la grosse formation, mais une fois rentré dans la danse, on ne sait jamais. Puis on joue en plus à domicile la première ronde. Il y en a qui disent « Ah, les Texans faciles avec la meilleure défensive. » Je peux comprendre qu'ils finissent bien la saison, mais ça reste que c'est Aaron Rodgers avec l'expérience et les Steelers. C'est qui celui-là? Et le petit Ludovic. Lamar Jackson, lui aussi est un gars controversé. Puis il y a des nouvelles qui émanent justement de Baltimore disant que son éthique de travail n'est pas nécessairement la meilleure. Il n'a pas été capable de confirmer il a été un peu sur la clôture quand ça a été de parler encore une fois de la confiance et du fait qu'il pouvait retrouver John Harbaugh l'an prochain, alors que Harbaugh, lui, a dit oui, tout à fait, l'an prochain, Lamar Jackson, moi puis lui, c'est un must. Tout ça t'indique-t-il que Lamar Jackson est probablement sur sa sortie de l'organisation des Ravens? C'est difficile, honnêtement. On le dit à chaque année, il n'y a pas 32 corps arrière numéro 1 dans la NFL. Il y a toujours des formations qui s'en cherchent parce que vraiment, les Ravens seraient une meilleure équipe dès 2026 sans Lamar Jackson. C'est sûr que la réponse, c'est non. Mais là, il y a une grosse conversation à y avoir du côté des Ravens. C'est surtout, est-ce que Lamar et John Harbaugh vont revenir ensemble? Je pense que c'est plus plausible de penser qu'Harbaugh a disputé sa dernière rencontre du côté des Ravens. Ça a été une année décevante, même si on a passé si proche de rentrer en série. Ça a été beaucoup, beaucoup de bas, plus que de haut. Une équipe qui devait être aspirante au Super Bowl. Oui, il y a eu des blessures, mais j'aime pas parler de ça parce qu'il y en a partout dans la NFL des blessures, mais on n'a pas été capable de surmonter ça à temps pour rentrer en série. Pour moi, Lamar reste un Ravens en 2026, mais John Harbaugh, je sais qu'il est encore tôt, mais je ne suis pas certain que ça va être l'homme de la situation. Ben écoute, s'il n'est plus l'homme de la situation avec les Ravens, je pense qu'il aura l'embarras du choix pour se trouver un job parce que Dieu sait qu'il y en a en ce moment des postes disponibles. C'est le lendemain de veille, une saison qui se termine veut dire que c'est le lundi noir. Plusieurs entraîneurs, dont certains, c'est des surprises, d'autres, ça ne l'est pas, sont passés sous le bistouri. Pete Carroll n'est plus entraîneur des Raiders. Vous avez Raheem Morris avec Terry Fatternot avec Atlanta qui sont plus là. Kevin Stefanski qui est congédié à Cleveland. Bref, tes réactions suite à tous ces congédiements-là, est-ce qu'il y en a d'autres qui retiennent plus son attention que d'autres?
Pas nécessairement. J'ai pas eu vraiment de surprise aujourd'hui. Du côté des Browns, on en parlait beaucoup qu'on pensait que Kevin Stefanski, ce serait terminé. Je pense qu'il va trouver une job assez rapidement. Lui, il a été nommé à 2 reprises dans les 6 dernières années comme entraîneur de l'année dans la NFL. Il va y avoir des équipes qui vont être intéressées. Les Falcons qui font le gros ménage, pas nécessairement une surprise non plus. J'ai hâte de voir propriétaire Arthur Blank, rendu à 83 ans, n'a jamais vu son équipe remporter le Super Bowl. Évidemment, il aimerait vraiment ça, voir ça de son vivant. Là, j'ai vraiment hâte de voir le processus. Peut-être une petite surprise du côté de l'Arizona. Je pensais qu'on serait un petit peu plus patient avec le jeune entraîneur Jonathan Gannon. Je comprends qu'on a une saison difficile à 3-14, mais je pense qu'il y a eu de mémoire 7 défaites là-dedans, que c'était par 3 points ou moins. Très serré. Oui, c'est décevant, j'en conviens. Mais après 3 saisons, je pense qu'il avait fait quand même un boulot respectable. Mais on a décidé d'aller vers une autre direction. Maintenant, les équipes que je surveille qui n'ont pas fait de move, on vient d'en parler, les Ravens. Je ne crois pas que John Harbaugh va rester. Oui, Harbaugh trouverait un autre job facilement, mais peut-être que les Ravens ont besoin de changement. Et je regarde du côté des Dolphins où est-ce qu'on est en recherche d'un nouveau directeur général, mais c'est toujours Mike McDaniels, l'entraîneur-chef. Puis je ne suis pas certain que ça va être lui l'homme de la situation. Lui, il se dit, je suis dans le processus d'embauche pour le directeur général, mais c'est rare qu'un directeur général ne choisit pas son propre entraîneur. Donc, je surveille beaucoup la situation de Miami. On est seulement à la première journée de la saison morte pour plusieurs équipes. Il va y avoir d'autres changements cette semaine à venir, c'est certain. Dans le cas des Bengals, est-ce que tu t'attends à voir Zach Taylor garder son poste ou peut-être un changement derrière le banc et peut-être à conseiller? Là? Non, j'aurais aimé, honnêtement, voir un petit peu de changement, mais c'est pas la mentalité de la franchise de Mike Brown et les Bengals. On n'aime pas nécessairement payer non plus des entraîneurs-chefs qui n'ont plus de job et qu'on doit les payer chez eux. Puis il a déjà confirmé aujourd'hui également par communiqué qu'il gardait le directeur général Duke Tobin et l'entraîneur-chef Zach Taylor en 2026. Son contrat tombe à échéance par contre après 2026. Là, je m'attends peut-être à un changement si on manque encore une fois les séries. Mais les Bengals, on va y aller avec la stabilité, l'espoir de pouvoir revenir en série dès 2026. On verra bien pour eux. Pour ce qui est de Pete Carroll, malheureusement, ce fut l'année de trop. Semblait dépasser tout simplement. Mais où je trouve quelque chose d'intéressant dans l'organisation, c'est que Tom Brady est un propriétaire minoritaire. Puis on semble vouloir lui ouvrir la porte pour qu'il se prenne un petit peu plus de place. Vois-tu justement un Tom Brady beaucoup plus actif? Puis je comprends qu'il y en a qui vont nous dire, là, ouais, il est analyste. Mais je pense qu'entre être analyste ou être un propriétaire un petit peu plus les mains dedans, ça serait pas différent. Ça serait pas une surprise de le voir peut-être passer au 2e étage. Oui, absolument. Je m'attends à ce que Tom Brady, on en ait une annonce là, très prochainement qui va avoir un rôle plus important dans la formation des Raiders. Je trouve ça quand même drôle qu'il était dans le processus l'année passée puis qu'il poussait fort pour faire un combiné de Pete Carroll avec Chip Kelly comme commentateur offensif. Ça a été totalement un flop. J'ai hâte de voir maintenant sa deuxième tentative, quel gros nom qu'il va être capable d'aller chercher. Mais il faut se souvenir que le directeur général des Raiders, John Spytek, qui était son coéquipier du côté de Michigan au collège, donc 2 gars qui se respectent, 2 amis. Je m'attends à ce que Spytek lui donne un rôle un peu plus important dans la formation des Raiders. Et une annonce, selon moi, devrait être imminente de ce pas. Or, je posais la question à un grand fan des Raiders, qui est mon ami d'ailleurs, puis je disais, comment ça que ton équipe n'arrête pas année après année de faire du surplace, ça progresse pas, ça semble tout le temps être un roman savon, mais à l'extérieur du terrain, alors que sur le terrain, les résultats sont pas là. Est-ce que ça serait le temps peut-être de voir un propriétaire un petit peu moins impliqué dans le train-train quotidien de son club? Ou je dirais même un petit peu plus patient, parce que là, ça fait 3 fois en 4 ans qu'on change d'entraîneur-chef. J'ai regardé une statistique assez incroyable. Mark Davis va payer environ 50 millions en entraîneur-chef qui ne sont pas avec les Raiders en 2026. C'est beaucoup de sous. Puis ça veut dire que tu n'as aucune stabilité. À un moment donné, tu changes toujours de coordinateur défensif, toujours de coordinateur offensif. On blâme toujours le joueur, mais quand on lui dit de faire quelque chose, l'année d'après, non, tu vas apprendre ça. L'année d'après, encore une autre chose. C'est vraiment difficile. Puis on le dit, c'est tellement important le bon coaching dans la NFL. Juste la preuve la plus évidente, les Patriots et les Jaguars, les 2 équipes étaient à 3-14 l'année passée. Cette année, ils sont 13-4, font les séries avec 2 nouveaux coachs. Le coaching, c'est extrêmement important du côté de la NFL. Puis les Raiders doivent absolument trouver un homme qui va faire confiance minimalement 3 ans. Pas seulement 1 an ou 2, c'est pas assez pour mettre de la stabilité. Ouais, quand tu dis ça, l'importance du coaching au football, je pense que c'est le sport où le coach a le plus d'influence sur les résultats. Et tant qu'à moi, parlez-en à Jacksonville et Jaguars avec Cohen, qui a été pour moi la surprise. Et j'espère que Cohen sera le gars qu'on va retenir pour le titre d'entraîneur de l'année, parce que pour moi, il a fait tout un travail. Écoute, t'es-tu occupé jeudi?
Pour toi, je suis toujours disponible, mon Nicolas. Parce que là, c'est sûr que je veux parler des wildcards, puis on n'a pas de temps là, mais il faut absolument mettre la table. Il y a tellement de résultats puis de matchs intéressants sur papier. Alors, si tu le permets, je veux pas te mettre sur le piton, mais jeudi, on se donne rendez-vous pour parler du wildcard. Parfait, on fait ça, mon cher. Salut, mon chum, merci beaucoup. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.